Bonjour à tous. Oui, pour être direct, donc je suis pour HTC Vive, responsable pour l'Europe de un peu trois choses en gros. Donc le marché entreprise, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, tous les accords stratégiques de plateforme, puisque là on parlait de jeux, mais dès qu'on part dans des domaines plus professionnels, ce sont toutes des plateformes différentes en termes de logiciels. Donc et il y a beaucoup de travail là-dessus. Et puis aussi tout le développement de l'écosystème startup. Euh, donc, juste avant de commencer et puis vraiment de me focaliser sur ce que nous faisons pour essayer de promouvoir les contenus au-delà du jeu, puisque c'est vraiment le thème. Non, pas tout de suite. Je voudrais juste faire un petit. Qui a déjà dans la salle essayé un Vive? Et on va faire le test avec Noah, qui a déjà essayé Tilt Brush? So you've got a couple of really good fans here. Euh, donc, euh, donc il y a plus de la moitié de la salle. Donc ça, c'est superbe. Donc je vais pas leur faire la différence entre le 360 vidéos volumétriques jusqu'à je dirais, réalité virtuelle plus complète, mais juste pour garder en tête notre point de départ. Notre point de départ qui est dans ce partenariat avec Valve Software, que tout le monde connaît probablement à travers leur nom de boutique online qui s'appelait Steam, c'est ce rêve de pouvoir être ailleurs dans une autre réalité. Donc l'impression qu'on a souvent eue, nous, dans des films, quand on est téléporté dans un cinéma avec un grand écran, on a l'impression d'y être, de pouvoir reproduire ça. Donc non pas avoir un sentiment de réalité virtuelle, mais d'avoir l'impression d'être dans une autre réalité, donc d'aller jusque-là. Ça voulait dire, bien sûr, qu'il fallait que les images soient de très bonne qualité, ça voulait dire qu'on puisse avoir une liberté totale, et ça voulait dire qu'on puisse faire des choses, interagir. Donc c'est pour ça qu'on est sur cette proposition dite un peu haut de gamme, mais qui permet d'avoir l'impression d'être ailleurs et de faire cet effet que tous ceux qui probablement ont essayé ont eu, on a l'impression que c'est un peu magique, quoi, parce ça marche. Donc ça ne veut pas dire que les autres expériences de réalité virtuelle ne sont pas bonnes, mais on a vraiment voulu se focaliser sur un peu cette expérience de rêve, même s'il est un petit peu cher actuellement, en se disant la technologie va nous permettre après de la démocratiser, de la faire moins chère, mais vraiment de garder ce rêve d'être dans une autre réalité. Alors, tout a commencé par le jeu, on l'a vu, c'est bien normal parce que le jeu permet de créer tout de zéro, on crée tous les environnements de zéro, mais les potentiels de la réalité virtuelle vont bien au-delà et on le retrouve partout. Donc nous travaillons à la fois dans des secteurs complètement industriels, comme on avait annoncé un partenariat avec Dassault Systèmes, donc ça paraît évident, qui est le numéro un des logiciels de simulation, de création pour les ingénieurs, et qui fait de la réalité industrielle depuis 20 ans. Mais là, ça permet tout d'un coup de le rendre accessible à beaucoup plus de gens dans l'entreprise. Après, il y a les architectes, bien sûr, pour comment vendre un bâtiment avant qu'il soit réalisé. Mais ça va jusqu'à tout un tas beaucoup de startups qu'on soutient. Donc, par exemple, une Virtualis qui est un kinésithérapeute à la base, qui est basé en Île-de-France et qui donc a eu l'idée de faire une application de réalité virtuelle pour tout ce qui est en fait le traitement des déséquilibres. Donc, que ce soit le mal des transports, que ce soit le choc traumatisme après un accident de voiture où on veut plus conduire, et donc qui vend une solution comme ça à tous les kinés en France et qui se lance aussi en Angleterre. Donc, l'éventail est très large. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour développer l'ensemble de la chaîne de valeur et l'écosystème de la réalité virtuelle? Donc, le système, vous le connaissez, ça c'est l'expérience phare, c'est le Vive PC Connected.
On s'intéresse quand même bien sûr au mobile, et ça on le fait à travers Daydream. Étant une société de smartphones d'origine, donc on est un supporteur très énergique sur la plateforme Daydream. En ce qui concerne les contenus eux-mêmes, donc après la première phase qui était essentiellement focalisée sur le jeu avec Steam, qui est la plateforme principale, nous avons lancé donc il y a un mois une nouvelle store qui s'appelle Viveport, et dont je vais parler maintenant. Et l'objectif, c'est les contenus au-delà du jeu. En plus de ça, je l'indique un peu plus et on en parlera à la fin, nous faisons deux choses sur l'écosystème. Un, nous avons un programme d'accélérateur de start-up qui s'appelle Vivex, qui est essentiellement fait pour lancer des start-up qui adressent ce qui n'existe pas. Donc toutes les briques manquantes que nous connaissons dans le web mais qui n'existent pas en VR, que ce soit les startups qui font les processus d'analytics, d'analyse de données en VR, que ce soit l'eye tracking, que ce soit comment faire de la publicité et la monnayer en VR, tous ces mécanismes n'existent pas et sont à inventer. Donc ça fait partie vraiment du focus qu'on a. Et puis le troisième, c'est l'accès au financement par faciliter la possibilité à ces startups qui inventent des nouvelles plateformes, donc faciliter l'accès au financement pour qu'elles n'aient pas un pitch à faire aux VCs, mais qu'elles puissent en un seul pitch toucher plus de 30 VCs, et aussi pour faciliter l'accès aux VCs, parce que une grande partie des sociétés de capital risque n'ont pas de compétences en VR. Donc c'est pour ça qu'on a créé une alliance qui s'appelle la VRVCL, la VR Venture Capital Alliance, qui a maintenant quasiment 14 milliards, je pense, il y a 37 partenaires et 14 milliards de dollars donc de capital investissable. Alors c'est pas pour du contenu, entre guillemets, là c'est vraiment pour des plateformes, des nouvelles technologies. Et en ce qui concerne les contenus, on va y revenir, c'est plus le domaine de la coproduction. Donc je reviens sur Viveport. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Alors, les consommateurs demandent quoi? Demandent, au-delà du jeu, demandent l'éducation, le sport, le shopping, le cinéma, tout ce que nous faisons normalement, mais veulent l'avoir dans une dimension VR. Et donc, l'objectif de Viveport, c'est de créer un marché qui permette de faciliter l'accès pour tous les producteurs de contenu à ce marché. C'est Viveport. Donc on va passer une petite vidéo pour la présenter. Audio Shield. Il y a Soundstage aussi. Donc tous les utilisateurs de Vive maintenant voient en bas, quand on est dans Vive, on voit en bas de l'écran maintenant trois icônes au lieu d'une. Donc Steam qui reste. On voit aussi une icône qui est son desktop, donc de PC. Donc si on clique dessus, tout d'un coup, on a son desktop, c'est génial, tout ce qu'on veut. Et puis la troisième icône qui est donc Viveport, donc une nouvelle store. Et je vous encourage à essayer viveport.com et vous verrez que c'est une présentation très simple qui est simplifiée par catégorie, comme on va voir, qui est vraiment donc très grand public. Je peux le... Voilà.
Donc, quelques petits exemples, là vous voyez comment ça se présente, quelques petits exemples de contenu dont je vais parler. Ils viennent un petit peu du monde entier. Sketchfab, je pense qu'un certain nombre de vous connaissent. Sketchfab est une start-up française qui se spécialise dans la possibilité de permettre d'intégrer dans des sites web du 3D ou de la VR de la même manière que YouTube, par exemple, le fait pour de la vidéo. Donc il y a beaucoup de contenus, que ce soit des contenus je dirais, scientifiques ou des contenus de produits. Vous voyez à droite aussi une autre expérience que je recommande, l'Apéry. L'Apéry, d'ailleurs, c'est un studio parisien, c'est Innerspace, qui est le nom du studio. C'est une expérience, je dirais, qui est à la fois ludique, mais surtout artistique, puisque c'est une expérience qui est dérivée de l'histoire de l'oiseau de feu. Et en fait, Innerspace a fondu à la fois d'une expérience cinématographique, donc une danseuse a été filmée, mais a été numérisée et alors qu'on a l'impression qu'elle est quasiment en image de synthèse, en fait, à la base, c'est fait à partir de captures cinématiques complètes. Et c'est un mélange très unique et assez fantastique d'une histoire qu'on raconte, mais on est acteur dans l'histoire, et de pouvoir être complètement présent, donc avec une danseuse de ballet qui danse en fait ce ballet. Donc je vous encourage à aussi le voir. C'est vraiment, je dirais, au niveau artistique, ludique, éducatif, c'est assez surprenant, c'est assez fantastique. Bien sûr, vous verrez donc d'autres contenus de découverte. Vous voyez The Blue, qui est fait par Weaver. Tilbrush est bien sûr aussi dans le menu. Mais donc vous voyez que c'est un aspect grand public très, très, très accessible. Alors, quand même juste un petit retour, et pour essayer de mettre les choses de manière très simple, quel potentiel voit-on dans la VR ? Nous voyons vraiment un potentiel qui est un potentiel énorme au sens. C'est une nouvelle révolution dans l'accès à l'information ou dans l'interaction à l'information. Donc on en a vu plusieurs. On avait le PC avec le clavier, on a eu la souris, et puis on a eu un gros saut au niveau de l'écran tactile. Tout d'un coup, on pouvait interagir différemment. Tout d'un coup, on pouvait le transporter. Mais avec la réalité virtuelle, nous pensons que ce sera un saut encore plus fort. Pourquoi ? Parce que là, on est vraiment transporté dans une autre réalité, et aussi, c'est un point où on génère des émotions. Donc, c'est plus simplement rationnel, où on a un meilleur accès à l'information, ou un accès plus facile, dans des endroits où on n'avait pas avant, hein, ce qui est ce qu'on a fait avec les écrans tactiles. Mais là, tout d'un coup, on touche à quelque chose qui est beaucoup plus puissant dans la fibre humaine, c'est qu'on a accès à l'émotion. Donc pour ça, bien sûr, toutes les règles de grammaire sont à inventer, comme on dit, mais nous pensons vraiment qu'il y a là un potentiel qui est encore bien plus fort que celui qu'on a vu entre le passage du PC à l'écran tactile. Alors, dans Viveport, sur quoi se focalise-t-on ? Pour simplifier, on a créé des catégories, donc, qui sont par exemple tout ce qui est découverte, tout ce qui est outils de création comme Tilbrush, mais beaucoup la connexion. On a parlé au début, on a parlé un petit peu de est-ce que l'expérience VR est plutôt en solitaire ou pas. Vraiment, tous les retours qu'on a, toutes les expériences qu'on voit, c'est qu'elle est très sociale. Et l'aspect solitaire est simplement au début une contrainte technique. Mais vous verrez donc, que ce soit dans les jeux ou que ce soit dans d'autres applications, vous verrez que la tendance du multi-utilisateur est énorme, elle va être très rapide. Tous les moteurs de jeu, que ce soit Unity, Unreal, donc maintenant aussi, et même des logiciels professionnels le supportent, c'est massif. En tout cas, l'attente de chacun n'est pas une expérience solitaire. Même dans le domaine professionnel, on voit bien que au-delà de l'ingénieur qui utilise un VR pour vraiment
revoir son design. La demande immédiate est la collaboration avec 5 ou 6 personnes pour en parler, pour valider. Donc la demande de collaboration est plus forte que la demande de visualisation. Donc après, bien sûr, le watch, c'est tout ce qui est cinéma. Donc il y a tout à inventer dans les expériences dites hybrides, c'est-à-dire cinématique, mais avec une expérience VR. Alors effectivement, il y a eu un peu de limitation technique. Dans une vidéo 360, il y a peu de possibilités d'interagir et de changer de point de vue. Mais encore une fois, on est au début et tout ça va venir. Voilà, alors quelques illustrations sur là où on attend des changements les plus importants. Le premier, c'est sur l'éducation. Alors, l'éducation, c'est assez fantastique parce qu'on sait tous, on connaît tous l'adage on se rappelle au bout de 15 jours simplement de 10% de ce qu'on a entendu et puis 20% de ce qu'on a lu, mais 80% de ce qu'on a fait. Et c'est là où la réalité virtuelle est puissante, parce qu'on arrive avec ce réalisme, cette interactivité, à être très proche de l'impression de l'avoir fait en vrai. Et donc on peut démultiplier complètement l'expérience d'éducation. Et donc nous travaillons avec certaines plateformes d'éducation. En termes de start-up, nous avons soutenu une start-up qui est irlandaise, qui s'appelle Engage, que vous pouvez essayer sur le store Vive, sur Viveport. Un des cas qui sont possibles, c'est par exemple là où nous sommes en ce moment, en réalité virtuelle, mais avec des participants du monde entier. Donc là, on recrée en virtuel le réel. Donc on a un amphi comme ça, et puis tout le monde représenté en avatar est à San Francisco, au Brésil, à Shanghai, et peut complètement interagir. Et s'il y a une question, tout le monde peut venir sur la scène, on se téléporte sur la scène, on peut agir sur la scène, on peut écrire ensemble, on peut le sauver, on peut l'envoyer à tout le monde. Donc vous voyez la puissance. Ça veut dire que, prenons un masterclass en médecine, c'est possible à quelqu'un qui est à Bangalore de faire partie d'une masterclass d'une université de premier rang sans avoir la possibilité ou le coût, sans avoir apporté le coût de le payer, qu'il ne pourrait jamais faire. Donc ça ouvre quand même des opportunités énormes, que ce soit dans le cadre d'annihiler l'effet de distance ou que ce soit dans la possibilité de faire ensemble. Le deuxième point, c'est vraiment sur la création, parce que je pense que pour tous ceux d'entre vous qui ont essayé Tilbrush, on a ce déclic que tout d'un coup, comme on est dans l'espace et qu'on peut vraiment voir, on interagit en 3D, comme si on faisait de la sculpture finalement. Donc ça change quand même énormément de choses, parce qu'en plus on a ce retour direct, on n'a plus besoin d'imaginer, de projeter ce que sera l'œuvre qu'on fait, mais tout d'un coup c'est vraiment immédiat. Et ça va vraiment changer énormément de choses dans le processus de création. Une autre partie, c'est bien sûr toute la partie un peu cinématique dont on parlait, c'est la partie média, que ce soit du média préparé ou que ce soit des événements live, parce que c'est tellement réel qu'effectivement on est capable de créer des émotions à des niveaux qu'on ne savait pas faire avant. Alors, en termes je dirais, de travail plus spécifique, qu'est-ce que nous faisons pour essayer que ça marche et que ça démarre? Je voulais juste montrer donc une statistique qui vient de sortir, je crois que ça date d'août, de Yeti, hein, qui donc interrogeait l'ensemble des développeurs VR en leur disant, voilà, sur quoi développez-vous, sur quelle plateforme essayez-vous qu'il y ait pensez-vous qu'il y a le maximum de potentiel pour vous? Et donc le Vive apparaît donc en termes de derrière vous voyez tout exactement, quasiment au même niveau que le cardboard. Le Vive est vraiment en top. Et pourquoi? C'est parce que, je dirais, nous avons choisi comme stratégie dès le départ de mettre les développeurs quasiment en numéro 1. Donc ça, je dois dire, on le doit beaucoup aussi à la culture de Valve,
mais vraiment d'avoir cet équilibre de penser toujours expérience consommateur, expérience développeur. Et c'est très concret. Par exemple, dès le départ, nous avons décidé de lancer un système complet avec la mobilité complète plus les contrôleurs. On s'est posé des questions au départ parce que c'était plus difficile. Mais les développeurs nous ont systématiquement dit nous n'avons pas les moyens de développer 2 fois, donc nous développerons avec la première expérience que vous lancerez. Après, il faudra attendre la suivante. Mais c'est pas la peine de venir avec de rajouter des choses, de rajouter les contrôleurs après. On n'en a pas les moyens. Donc, on s'est vraiment focalisé pour essayer d'être toujours, je dirais, developer friendly, penser à leur business model aussi, leurs contraintes, et toujours les soutenir, notamment pour toutes les innovations qu'ils pouvaient faire et les aider à les marketer. Alors, par rapport à ça, je voudrais mentionner une autre initiative là, que nous avons annoncée il y a juste une semaine. Donc, nous l'avons annoncée en Chine. C'est l'initiative sur tout ce qu'on peut appeler les arcades VR ou les centres de jeu. Il se trouve qu'il y a une grosse demande de créer des centres d'expérience en réalité virtuelle. Et le problème principal, c'est l'accès au contenu de manière aussi légalement correcte avec les droits. Donc, nous avons décidé là de faire une version de Viveport qui sera focalisée là-dessus. Donc, permettre à tous les développeurs d'avoir accès à tous les centres de jeux qui se créent. Et aussi, donc, permettre à beaucoup de centres d'arcade VR indépendantes qui sont typiquement des entreprises qui veulent développer entre 10 et 15, des possibilités de 10 et 15 places, de monter un business très rapidement. Donc, c'est en pilote, ça démarre à Taïwan et en Chine. Et après, on va l'étendre à la fois en Europe et aux États-Unis, probablement d'ici la fin de l'année. Et ça ouvre aussi, donc, pour les développeurs de contenu, un marché suffisant, en attendant qu'il y ait vraiment une montée en charge très rapidement du marché consommateur direct. Voilà, donc c'est ce que je voulais indiquer sur l'ensemble de nos activités. Qui sont donc l'une les systèmes, 2 les marketplaces et 3 l'écosystème, c'est-à-dire l'accélérateur de start-up et 4 donc l'alliance de VCs de manière à faciliter le financement des start-up et des nouvelles entreprises de la réalité virtuelle. Merci Hervé. Juste une petite question justement là qui me revient quand je préparais et que je réfléchissais un petit peu à ce qui était présent et ce qui était futur proche, etc. Donc je pensais à la contrainte des câbles qui, quand on expérimente, voilà, faut pas l'oublier, ça reste quelque chose où il faut avoir quelqu'un qui nous surveille pour s'assurer qu'on se prenne pas les pieds dedans. Et donc je me disais, ouais, les backpacks, ça va venir bientôt. Et en fait, je suis aperçu qu'il y avait déjà des choses de prêtes et que vous aviez des accords. Je sais pas, tu peux peut-être dire 2 mots là-dessus. Oui, alors tout à fait, donc ça arrive. Oui, alors d'abord le fil, pourquoi la contrainte du fil je pense que tout le monde se rappelle l'essentiel, c'est qu'on fait du 90 images par seconde, on en a 2, donc c'est comme si on avait 2 écrans Full HD en 90 images par seconde, c'est déjà beaucoup, mais en plus, il faut le faire en moins de 20 millisecondes. C'est ça qui est très très important pour ce sentiment où on a l'impression que sur le Vive tout marche bien, ça marche. On se sent pas, on n'a pas de nausée, on n'a pas. Et pour ça, la vitesse d'entre je vois et enfin, je bouge et je transmets à mon cerveau ce que je voudrais qu'il voie. Ça, c'est vraiment 20 millisecondes, c'est le maximum. Et c'est ça la difficulté du sans fil principalement. Alors, quand on veut vraiment avoir une expérience sans fil, oui, le backpack PC, comme on dit, donc est une solution. Il y en a déjà un sur le marché, c'est celui d'MSI. Il y en a d'autres qui ont été annoncés également. Donc ça, c'est une bonne solution. Il y a quelques solutions qui sont plus pour les
pour les applications professionnelles. Il y a une start-up française qui s'appelle Scalable Graphics à Nancy, donc qui commercialise un système. Il y a une certaine latence, mais qui marche très très bien pour les game centers et pour les applications professionnelles. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Et sinon, je vais en poser une. Donc, tu as parlé effectivement des VR arcade que vous venez de lancer. Est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de tester cet été l'expérience The Void? Alors aujourd'hui, elle est à New York au musée Tussaud. The Void, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe du laser game. La différence, c'est que vous avez un casque de réalité virtuelle et que du coup, au lieu d'être dans un décor physique, souvent dans le noir, et vous voyez les murs qui sont toujours les mêmes, quel que soit le nombre de parties que vous faites, là, en fait, il y a un logiciel qui est chargé, donc c'est des systèmes avec justement des sacs à dos, hein, les backpacks, et du coup, ben, dans le même univers physique réel, vous pouvez finalement avoir des expériences virtuelles différentes. Donc celui qui a été lancé à New York, je crois que c'est autour de Ghostbusters. Donc est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de tester? C'était voilà. On peut te passer le micro éventuellement pour donner un petit retour? Ok. Voilà. Et réfléchissez si vous avez une question pour HTC, pour Hervé Fontaine. En attendant, j'ai une question. Peut-être vous ne pourrez pas répondre, mais la première question que je me suis posée quand HTC a annoncé travailler sur la réalité virtuelle, c'est je me suis dit, mais qu'est-ce que HTC, qui fabrique des téléphones et qu'on connaît uniquement pour ça, hein, vient faire dans ce secteur d'activité sans doute très, très étranger pour cette société. Donc, qu'est-ce qui a présidé à cet investissement-là qui a sans doute été ô combien coûteux pour HTC? Qu'est-ce qui a présidé ce choix au niveau industriel? Ben en fait, si on regarde la culture d'HTC et d'où HTC vient justement de la vague d'avant. Il y a 19 ans, au moment où l'Internet mobile n'existait pas, HTC a eu la vision de vouloir mettre Internet dans la main de tout le monde. Donc c'était de vouloir prendre cette étape, cette grande révolution qu'était le touchscreen. Et donc HTC a fait les premiers smartphones sous Windows, au début sous marque Orange avec SVP, le premier smartphone Android, le G1, etc., etc. Donc HTC a vraiment cette culture de l'innovation et de savoir mettre ensemble les briques logicielles, hardware et software qui permettent de passer, je dirais, d'un concept à un produit de masse. Et donc, on l'a fait au moment de cette vague ce qui n'était pas encore le smartphone à l'époque. Et là, on utilise ces mêmes compétences, cette même culture pour le faire avec la réalité virtuelle, parce qu'on a vraiment senti que là, il y avait une opportunité de changer d'échelle et de vraiment d'apporter probablement 15 ans de croissance dans le domaine de l'utilisation de l'information, de la technologie de l'information, qu'on avait senti au moment des smartphones et qu'on ressentait maintenant à nouveau avec tout ce qui est réalité virtuelle et augmentée. Je pense qu'il faut prendre les deux ensemble. Simplement, la réalité augmentée est un petit peu moins avancée que la réalité virtuelle, c'est tout. Donc, s'il n'y a pas de questions pour Hervé, à ce moment-là, on va écouter le témoignage. Ça me permet de préparer la suite. Voilà, si vous voulez raconter un petit peu votre expérience. Merci. Alors, bonjour déjà. C'est une expérience qui est sur plusieurs salles dans lesquelles en fait on joue donc à tuer des fantômes. Et l'idée, c'est des salles qui, à mon avis, font moins de 9 mètres carrés ou moins de 6 mètres carrés. On ne se rend pas bien compte dans l'immersion. Mais on a un backpack, on a une arme, et en fait, face à nous, il y a des différents fantômes qui viennent, qu'on doit attraper. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ils sont... il y a une petite latence, mais ça, on s'en fiche un peu pour l'instant. Mais ils sont face à vous. Et par exemple, il y a un truc qui est fascinant, c'est que ils ont ajouté à l'expérience VR dans laquelle on est complètement immergé la possibilité d'interagir effectivement en les tuant, mais surtout, et c'est ça pour moi je trouve le bonus de cette expérience, c'est que par exemple le slime qui est le gros Ghostbuster vert transparent qui est dans le film numéro 1
et qui arrive au fond d'un couloir dans le film, on revit cette expérience et il nous traverse en fait. Et au moment où il nous traverse, c'est très con, mais le backpack vibre. Et le simple fait qu'il nous traverse, on le voit nous traverser et que ça vibre, on est vraiment dedans et on se pose même plus de questions. Et ensuite, l'expérience est jusqu'à la fin complètement l'expérience qu'on pourrait vivre comme un enfant, c'est-à-dire qu'on ait 30 ans, 50 ans ou 12 ans, je pense, on est un gamin en fait. Et c'est ça qui est fort avec la VR aujourd'hui, c'est que quel que soit le support qu'on utilise, quel que soit que ce soit éducatif, que ce soit pour du jeu ou n'importe quoi, c'est avant tout impressionnant et c'est avant tout quelque chose qu'on vit comme un enfant, quoi. Et je trouve que c'est important de jouer là-dessus. Voilà, je sais pas si... Ok, merci. Ça dure combien de temps l'expérience? Ça dure, je sais pas, 10-12 minutes. D'accord, en fait on voit pas le temps passer, c'est ça? Non, c'est ça le truc. Et ah oui, c'est très bête, mais on peut se parler, parce qu'on est 3 à vivre l'expérience en même temps, 3 ou 4, ça dépend. Et on peut se parler par un système radiophonique qui fait que, malgré tout, on est vraiment des chasseurs de fantômes qui interagissent. Moi, je vais par là, moi, je vais par là. Et ça rend le truc encore plus réel, quoi. Ok, merci bien. Le prix, je crois que c'est 25 $, je crois. En plus de l'expérience, en fait, ça coûte 60 $, je crois, en tout.